Bonjour, alors je reviens plutôt que prévu par rapport à une vidéo compte tenu de l'actualité. Il faut absolument parler, ou faut-il absolument parler du génocide à Gaza? Ma réponse est oui, évidemment, dans la mesure où c'est un génocide dont nous pouvons voir les développements en direct. Et pour moi, c'est l'occasion forcément de parler de la convergence des luttes. La convergence des luttes. C'est quelque chose qui peut sembler simple et souhaitable et en théorie, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué? Parce que les pouvoirs en place ne souhaitent pas la convergence des luttes. Donc évidemment, la- l'atomisation des différents mouvements émancipatoires des différentes communautés ont tendance forcément à rester confinés dans leur sphère d'influence, quand bien même cette convergence des luttes, on peut tout de même en voir certains effets, à l'occasion notamment de ce qui s'est passé tout récemment concernant les événements de Nouvelle-Calédonie. Concernant les événements de Nouvelle-Calédonie, donc la manifestation à laquelle j'étais la semaine dernière, et même sur les chaînes d'information qui ne sont pas mainstream, effectivement, on constate qu'il y a une vraie convergence sur le plan de l'information décoloniale ou anticoloniale. Anticolonialiste, pardon. Donc finalement, en théorie, la convergence des luttes n'est pas possible. En pratique, elle se fait, elle se réalise. Maintenant, elle ne peut pas se faire et se réaliser à n'importe quel prix, bien évidemment. Il y a forcément des conditions pour cela. Pourquoi est-ce qu'elle est possible en France actuellement? Elle est possible parce que des populations qui, euh, d'une autre façon, par exemple, il y a des populations nord-africaines et des populations d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest qui se trouvent ségrégées dans les mêmes milieux géographiques depuis plusieurs générations. Donc, y compris avec certains Français de conditions sociales précaires ou des classes laborieuses. Donc, effectivement, ce vivre ensemble, il se réalise de facto. Et en dépit des différents préjugés, il y a un brassage culturel qui se fait, certes avec une forme d'aliénation, mais aussi avec une forme de culture de la résistance qu'on peut voir par exemple dans certaines productions culturelles telles que le rap, par exemple, notamment le rap conscient. Et donc, mais il n'y a pas que ça. Bon, il y a aussi l'islam qui lie certaines personnes au nord et au sud du Sahara. Et effectivement, euh, ce, on trouve au sein de l'extrême droite française le terme un peu étrange d'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que la France insoumise, par exemple, est accusée par les partis de l'établissement, et notamment la droite dure, voire même l'extrême droite, de faire une sorte de cocktail entre l'islamisme et Karl Marx. Alors, est-ce que Karl Marx est soluble dans l'islamisme? Est-ce que euh, le, les branches les plus rigoristes de l'islam sont solubles dans le marxisme? Ça me semble un peu compliqué, hein. En tout état de cause, ce brassage culturel se fait et la gauche, ce n'est pas la droite. Traditionnellement, la gauche radicale prend parti pour les masses laborieuses. Et effectivement, depuis quelques années, il y a eu, après des périodes de flou artistique, mais il y a eu vraiment une polarisation de la gauche radicale en France sur les questions décoloniales et sur les questions de racisme institutionnel. Et le pic de cette prise de conscience, l'acmé de cette prise de conscience, on a pu la constater notamment lors de la mort de Naël, donc ce jeune d'origine maghrébine qui est mort sous les balles de la police, a fait après un refus d'obtempérer, donc peine de mort pour un refus d'obtempérer. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, les faits sont beaucoup plus complexes que ça. Et donc,
Mais ça fait des années et des années que des afrodescendants ou des personnes d'origine maghrébine sont en but à des violences policières. Et donc, je me souviens d'événements qui datent peut-être de 25 ans, où nous avions à l'époque manifesté, alors ça fait peut-être pas 25 ans, ça fait peut-être 20 ans ou 18 ans, nous avions manifesté, c'était à l'époque de l'organisation d'Assanif Assassi, son association, le COFAD, voilà, nous avions manifesté à l'époque contre les violences policières et administratives et nous avions manifesté sous la protection de la police. Ça s'était plutôt bien passé. Enfin, sous la protection de la police faisait ni plus ni moins que son travail. Mais bon, du coup, elle l'avait bien fait, valait mieux, vu l'intitulé de la manifestation. Et déjà à l'époque, il y avait une sensibilisation sur cette question des violences policières. Alors maintenant, il se passe aussi ce qu'il se passe actuellement en Palestine, avec cette guerre punitive qui est menée par le régime de Netanyahou contre Gaza. Et donc, la disproportion des moyens employés, c'est une guerre où finalement les différentes parties en présence, le Hamas et l'armée israélienne, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et effectivement, on assiste à une opération militaire qui ressemble étonnamment à une vengeance sur une population. Donc, ce n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, les différentes guerres qui ont endeuillé l'Afrique de l'Est, avec notamment la décolonisation ratée, en fait, du Rwanda, où en fait les Belges avaient changé d'alliance au dernier moment au profit des Hutus, alors que pendant plusieurs générations, en fait, ils avaient laissé le pouvoir aux Tutsis avec une idéologie racialiste qui était le point de départ d'idéologie génocidaire qui allait s'en suivre. Donc, de guerre de représailles en guerre de représailles, alors j'ai envie de dire, on ne sait plus qui a commencé. Bah si, s'agissant de la Palestine, c'est clairement une politique de colonisation. Et effectivement, tout n'a pas commencé le 7 octobre, même si ce qui s'est passé le 7 octobre est scandaleux et quand même a quelque chose à voir avec un crime contre l'humanité. Alors, aujourd'hui, à Gaza, nous sommes à 36 170 victimes selon l'UNICEF. Selon des dernières informations données par TV5, nous serions dans les 36 436 victimes. Ça va très vite. Et effectivement, l'action qui a été menée par l'Afrique du Sud il y a quelques mois, en direction de la Cour pénale internationale, va dans le sens d'une inculpation d'Israël pour tentative de génocide. Et donc pourquoi l'Afrique du Sud? Tout simplement parce qu'à l'époque de la lutte contre l'apartheid, et à l'époque, il y avait eu, et même après, il y avait eu des liens très étroits entre Nelson Mandela et Yasser Arafat. Le président de l'OLP, de l'autorité palestinienne. Donc, de l'organisation, de libération de la Palestine, OLP. Donc, ces liens étaient très forts. Alors, aujourd'hui, dans certains milieux panafricains, on peut avoir quand même quelques réticences, quelque part légitimes, vis-à-vis d'une solidarité aveugle qui interviendrait par rapport à la cause palestinienne. Alors cette réticence, qui n'est pas forcément, qui n'est pas toujours une sorte de prévention selon laquelle des personnes qui ne sont pas de ma communauté se font génocider, donc moi ça ne me regarde pas, dans la mesure où quand c'est nous, tout le monde s'en fout. Bon, c'est un peu simpliste, mais on peut comprendre.
mais je pense que la plupart des gens sont choqués par ce qui se passe et qu'ils ont du mal à s'identifier à la cause palestinienne parce qu'ils auraient aimé que dans le monde entier, par exemple, je parle des panafricains ou de certains panafricains, on soit aussi sensible à la cause des populations du Kivu et de la population de l'Est du Congo qui, depuis plusieurs années, sont menacées par une guerre créée de toutes pièces pour simplement l'extraction à bas prix des richesses minières de cette région du Congo, qui est un véritable scandale géologique. Et donc, il y a des groupes armés qui sèment la terreur, qui violent les femmes, qui assassinent et commettent des actes d'une cruauté inouïe. Et finalement, ça se compte en millions de morts depuis plusieurs années. Et effectivement, on n'a pas vu la communauté internationale réagir de façon proportionnée à ce qu'il se passe. Et on n'a pas vu non plus les grandes chaînes d'information faire en sorte que cette tragédie soit connue et sensibiliser finalement par leur travail d'investigation les pouvoirs publics pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait une véritable pression internationale par rapport à cela. Et donc beaucoup d'Africains ont le sentiment qu'on ne reconnaît pas leur humanité comme on devrait la reconnaître et que finalement, dès qu'il s'agit de victimes entre guillemets noires, la sensibilisation internationale est faible pour ne pas dire nulle. Donc on peut comprendre. Et puis il y a aussi ce souvenir de ce que Tidiane Diaye appelle dans son livre le génocide voilé, c'est-à-dire, donc voici le livre de Tidiane Diaye, le génocide voilé, cette enquête historique que cet historien d'origine sénégalaise ou mauritanienne, je ne sais plus, il ne faut pas que je dise de bêtises, en tout cas, je pense qu'il est sénégalais. Cet historien d'origine sénégalaise, donc Tidiane Diaye, avait fait un travail d'investigation concernant la traite négrière transsaharienne et arabo-musulmane. Et c'est vrai que au niveau de la vulgarisation historique, cette tragédie est la grande oubliée des études de vulgarisation historique, tout simplement parce qu'il y a en fait un non-dit, une sorte de pudeur, et qui finalement a quelque chose à voir aussi avec le fait que beaucoup d'Africains de l'Ouest, dans la sphère dite francophone, ont une solidarité religieuse avec les personnes du monde arabe, puisqu'elles partagent tous toute cette solidarité islamique. Donc parler de cette tragédie, c'est quelque chose de dérangeant, dans la mesure où ça fait obstacle à cette solidarité. Et donc il y a des liens qui sont culturels très forts, mais il y a aussi et surtout des liens économiques. Et puis il y a la honte, tout simplement. Il y a la honte, il y a une culture de la honte et de l'oubli. Et c'est une forme de déni. Alors, il y a aussi au Maghreb, par exemple, un racisme qui perdure et qu'on peut trouver notamment dans la façon où les policiers du Maghreb traitent les flux migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne, avec la plus grande dureté parfois. Alors maintenant, ces questions-là doivent aussi être contrebalancées par ce que je disais tout à l'heure de la solidarité qu'on trouve au sein des banlieues françaises entre les personnes d'origine africaine et d'origine maghrébine. C'est pas dû qu'à la colonisation, ce n'est pas dû qu'à la foi commune, la foi musulmane commune qui est partagée. C'est dû simplement parce qu'il y a aussi un vivre ensemble qui est là. Il y a aussi les forces de gauche qui fédèrent aussi les gens sur les questions décoloniales, et puis tout simplement les associations, dans le monde associatif qui fait preuve d'une grande créativité, on trouve des associations telles que les indigènes de la République, on trouve des personnes d'origine différentes, et avec un agenda totalement décolonial, et qui n'hésitent pas quelquefois à investiguer sur des terrains où beaucoup préféreraient simplement cultiver la culture de l'oubli. Donc il
Mais ça reste largement insuffisant, soyons honnêtes, ça reste largement insuffisant. Et le racisme qu'on trouve aussi donc au Maghreb, auprès de certaines populations, où on vous traite de carlouche, etc., et où il y a un manque de respect caractérisé. Donc on trouve le pire et le meilleur. Bon, j'ai envie de dire, en Afrique subsaharienne, on trouve aussi des grandes solidarités et quelquefois une grande violence. Euh, mais là, c'est différent parce qu'au-delà de l'ethnisme qu'on peut trouver dans certaines régions d'Afrique, là, il s'agit vraiment d'un racisme caractérisé et qui est assez basique et qui est assez redoutable. Hein. Euh, donc, je le disais et je le dis encore, c'est contrebalancé par d'autres vérités, par exemple des vérités historiques aussi, comme le lien qu'avait pu avoir avec le mouvement de l'ANC de Nelson Mandela, l'African National Congress de Nelson Mandela, avait eu des liens avec le régime algérien à l'époque, qui en tant que régime anticolonialiste, qui était en train de parfaire sa lutte contre le colonialisme français, lors de sa guerre de libération, avait hébergé des troupes de l'ANC de façon à les former à la guerre, y compris des troupes, et y compris parmi ces combattants sud-africains, il y avait d'ailleurs Nelson Mandela lui-même. C'était bien avant son procès, où il devait perdre la liberté ensuite pour plusieurs années et plusieurs décennies. Mais avant cela, il avait été formé à des techniques de combat en Algérie. Donc il y avait quelque part à l'époque une convergence des luttes anticoloniales. Et au sortir de prison, l'Algérie est l'un des pays que Nelson Mandela, au sortir de prison, qui s'est empressé de remercier. Donc on voit quand même que ces questions-là sont complexes. Revenons maintenant à cette question de... Et puis, n'oublions pas non plus un personnage qui fait le lien entre ces différentes communautés, qui est le psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Qui fut un grand activiste anticolonialiste. D'ailleurs il fut d'ailleurs en poste à l'hôpital de Blida en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Il est considéré comme l'un des porteurs de valises du Front National du FLN algérien. Donc certains de ses écrits d'ailleurs sont inspirés de son expérience algérienne. Il a écrit des livres sur la révolution algérienne. D'ailleurs, ce livre, Les damnés de la terre, s'inspire en grande partie de son expérience algérienne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en Algérie, il y a une maison d'édition qui porte le nom de Frantz Fanon. Donc, c'est pas rien. Les liens, quelque part, sont là. Maintenant, revenons à Gaza. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette publicité qui est faite autour de Gaza, alors qu'il y a d'autres, peut-être, génocides dans le monde? Alors, déjà, cette tentative ou ce génocide qui est fait par l'armée israélienne à Gaza a été fait en un temps record. C'est-à-dire que des populations civiles ont subi des bombardements massifs pendant une période de temps très courte et occasionnant des dommages incroyables. C'est-à-dire une bonne partie du territoire de Gaza est privé des infrastructures de base, des hôpitaux ont été bombardés, des journalistes palestiniens ont été bombardés. C'est une volonté de destruction systématique qui dépasse l'entendement. D'autre part, c'est un génocide qui, compte tenu du fait que maintenant c'est très facile pour des particuliers de documenter ce qu'il se passe avec des téléphones portables. Donc, évidemment, c'est un génocide auquel nous assistons au jour le jour et qui est médiatisé de façon indépendante. Et ce faisant, les journaux mainstream sont bien obligés pour ne pas être complètement décalés, d'essayer de dire un minimum de vérité. Il y a une autre spécificité, c'est que ce Proche-Orient fait sens pour les adeptes des trois religions
bon, révélé entre guillemets abrahamiste, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, tout ce qu'il se passe dans cet endroit est forcément particulièrement médiatisé. Et donc, en plus, la France, c'est un pays où d'Europe occidentale où la communauté juive est particulièrement importante numériquement. Et donc, il se passe aussi la chose suivante, c'est qu'en France, il y a une droitisation de la gouvernance politique, avec un alignement de plus en plus patent sur la vision du Rassemblement national. Et lui-même, le Rassemblement national, en devenant Rassemblement national, s'est rendu, entre guillemets, fréquentable, surtout quand il s'est ingénié à tirer surtout et avant tout sur les Noirs et les Arabes. Donc effectivement, et il y a une partie de la sphère, comment dirais-je, intello-médiatique française qui s'est rapprochée un peu de plus en plus dans ses analyses des thèses de l'extrême droite, avec notamment le grand fantasme, le fantasme du grand remplacement. Donc pour moi, en fait, il y a une corrélation, il y a une logique dans les violences policières et le fait que certains syndicats de police en France, pour parler de certains jeunes appartenant à certaines communautés, ils parlent des nuisibles. Donc, et finalement, le régime israélien, pour parler du Hamas, mais à mon sens, on a plutôt l'impression qu'ils parlent aussi de la population. Ils disent, bon, ils se sont comportés comme des animaux, on va les traiter comme des animaux. Donc on joint le geste à la parole, et puis finalement, ça se termine dans une dérive génocidaire. Donc, en plus, pour conclure, on peut dire que le colonialisme israélien, c'est une sorte de comment dirais-je, de témoin encore du colonialisme du 19e siècle, avec les mêmes vues en fait, avec les mêmes analyses, avec les mêmes positionnements, et ce même entêtement et cette même vision complètement qui déshumanise le peuple colonisé, c'est-à-dire quand il se laisse faire, et bon, généralement il ne se laisse pas faire, mais quand il y a des périodes d'accalmie, on méprise les gens. Et quand ils se rebellent, ce sont des barbares, ce sont des sauvages. Donc quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils ont toujours tout faux. Ça n'enlève rien, évidemment, au fait que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est sans doute un crime contre l'humanité, bien évidemment. Mais ça n'enlève pas non plus le fait que la soi-disant vengeance est en réalité un acharnement contre un peuple. Et cet acharnement a commencé avec le début de la colonisation. Donc c'est un peuple qui a été exproprié purement et simplement. Donc il faut nous cultiver sur ces questions-là. Il faut lire Shlomo Sand, qui a écrit une série de livres sur ces questions. Shlomo Sand est un écrivain israélien. En tant qu'afro-descendant, peut-être qu'il faut lire aussi Yosef Ben Jochanan, qui est un historien il a beaucoup enseigné aux États-Unis. Il est maintenant décédé, mais il est mort il y a 3-4 ans à l'âge de 99 ans, où je crois qu'il était quasiment centenaire. Et il a publié pas mal de livres, notamment sur les Juifs noirs et sur les civilisations de l'Antiquité. Et il parlait de façon décomplexée de la situation des citoyens israéliens d'origine éthiopienne, puisque lui-même était en partie d'origine éthiopienne et appartenant à la communauté des Falachas. Donc tout ça nous donne un éclairage très contrasté sur ce qu'il se passe au Proche-Orient. Et moi, je pense sincèrement que la convergence des luttes est possible. On peut se parler, on peut se soutenir les uns les autres, et je vois que ça arrive par moments, et on peut aborder les questions aussi les plus délicates. Donc voilà, je voulais faire cette intervention à ce sujet.
parce que, comme le disait Pierre Claver à Kenenge, tout peuple est considérable, donc y compris le peuple palestinien, et les populations du Kivu le sont aussi. Et il y a aussi une sorte d'alliance, de convergence entre politique du Rwanda et celle d'Israël. Et d'ailleurs, les liens entre le Rwanda et Israël et le régime israélien sont assez poussés. Hein. Et donc, alors c'est pas pour jeter l'anathème non plus sur tous les Rwandais, ni sur tous les Israéliens. Je parle de régime politique. Je parle pas des peuples, je parle de régime politique. Et les régimes politiques, y compris les plus intolérants ou les plus prédateurs, sont toujours très efficaces quand il s'agit d'endoctriner les peuples. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur d'autres sujets plus ou moins brûlants. Et je vous dis à bientôt.